Deuxième journée du Congrès national des maladies vasculaires. Donc sans plus tarder, c'est toujours la thématique sur les embolies pulmonaires et les maladies thromboemboliques. La session ce matin est consacrée au diagnostic d'une embolie pulmonaire. Professeur Saïd Zidouh, je pense qu'elle est là. Après, on passera à la fibrinolyse dans l'embolie pulmonaire Coturo, et puis un symposium sur l'hypertension pulmonaire post-embolique. Donc, professeur Saïd Zidouh, à vous la parole. Donc, merci. Vous avez 15 minutes. D'accord. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, je remercie la Société marocaine des maladies vasculaires de me donner l'opportunité de parler de l'embolie pulmonaire, qui est un diagnostic que je rencontre souvent dans ma pratique. Vous aussi, j'en suis sûr. Donc, l'embolie pulmonaire, comme vous le savez, c'est une forme très commune de la maladie thromboembolique. Et elle peut conduire à beaucoup de morbidité et de mortalité, sans parler des problématiques, des problèmes légaux qui s'associent lorsque le diagnostic et le traitement n'est pas posé de manière suffisamment rapide. Je parle en la matière parce que je travaille aux urgences et donc je connais un peu l'historique. Alors attendez, excusez-moi, je ne sais pas comment faire défiler ça. Ok. Donc bien sûr, l'embolie pulmonaire, c'est une obstruction de tronc de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un thrombus qui provient de la circulation. Ce thrombus peut être soit chlorique, soit amniotique ou bien gazeux. Les symptômes sont non spécifiques, parfois non détectés et carrément parfois asymptomatiques. Le diagnostic se fait seulement dans un tiers des cas et dans le reste, le diagnostic est malheureusement autopsique lorsqu'il est déjà trop tard. Donc d'où son nom de tueur silencieux. Donc, en matière d'embolie pulmonaire, le challenge lorsqu'on veut faire des tests pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire, c'est d'avoir des taux très bas de faux négatifs. C'est-à-dire quand vous faites un test, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, c'est qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. C'est pour cela que la stratégie diagnostique a été le plus souvent basée sur la probabilité clinique. Donc c'est quoi la probabilité clinique? C'est la probabilité qu'un événement médical ait lieu et qu'en la matière, il s'agit de l'embolie pulmonaire. Donc on se base pour cela sur la probabilité clinique, les dédimères et l'angioscanner. Le problème, c'est que même lorsqu'on fait trop d'examens complémentaires, lorsqu'on est dans la surenchère, ça ne change pas grand-chose en ce qui concerne la mortalité. Et donc, pour ça, il faut essayer de trouver de nouvelles voies et trouver des stratégies diagnostiques sur lesquelles tout le monde va s'entendre pour poser le diagnostic. Sur un plan purement épidémiologique, l'embolie pulmonaire, c'est beaucoup d'argent. Donc, dans l'Union européenne, c'est presque 8 milliards d'euros par an, et ça va aller en s'aggravant. 5 à 10% des décès intra-hospitaliers sont dus à l'embolie pulmonaire. En France, l'incidence est de 70 pour 100 000 et on a constaté depuis une quinzaine d'années une augmentation de l'incidence parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce qu'il y a une très forte prévalence des cancers et parce qu'on a de plus en plus recours à l'angioscanner, voire même on est dans l'overtesting. Donc ces courbes le montrent très bien. Heureusement, les courbes de l'incidence et de la mortalité vont dans des sens inverses. L'incidence a tendance à augmenter parce qu'on a tendance à de plus en plus faire de diagnostics d'embolie pulmonaire. La mortalité baisse parce qu'on utilise de mieux en mieux les thérapeutiques à notre disposition, mais aussi parce que, peut-être j'aimerais le croire, qu'on adhère plus aux guidelines qui sont posées. Donc, un mot de physiopathologie, c'est quoi le problème de l'embolie pulmonaire? C'est tout simplement le choc cardiogénique qu'elle engendre. Lorsque vous avez une embolie pulmonaire, c'est une augmentation de la post-charge. Et donc, le ventricule droit se dilate, il y a une insuffisance tricuspide qui s'installe et il y a une augmentation de la tension au niveau des parois du ventricule droit, ce qui aboutit à une baisse de la contractilité. Ceci, bien sûr, est accompagné de phénomènes d'activation neuro-hormonale, d'inflammation, une augmentation de la consommation myocardique en oxygène, de shunt. Et donc, tout ça va finir par provoquer une baisse du débit cardiaque, du début du ventricule droit, et vu l'interdépendance entre les deux cœurs, droit et gauche, ceci va aboutir à une baisse du débit cardiaque, de la tension artérielle, et donc va nous entraîner dans une baisse de la perfusion coronaire et va provoquer un état de choc, et si rien n'est fait, va provoquer bien sûr le décès. Alors sur le plan de la présentation clinique, je le répète, on a tout le spectre, du mode asymptomatique jusqu'au début par la mort subite. Selon le registre Empereur, qui est un registre qui a été fait à propos de l'embolie pulmonaire dans la médecine d'urgence, donc domaine que je connais bien,
La douleur est, de prime abord, le premier symptôme qu'on rencontre. Elle est souvent thoracique, pleurale, suivie par la toux, la détresse respiratoire. Parfois, on a une fièvre qui s'installe et une hémoptysie. Souvent, elle est accompagnée d'une TVP qu'on retrouve dans 20%, même si ce n'est pas très spécifique. Et donc, en combinant l'histoire clinique du patient avec ses symptômes, on aboutit à ce qu'on appelle la probabilité clinique. Et donc, on essaie d'évaluer cette probabilité clinique de survenue de l'embolie pulmonaire. Alors, plusieurs tests ont été proposés. Les plus célèbres, bien sûr, ce sont les scores révisés de Genève et les scores de Wells. Ils ont plusieurs items qui sont communs. Donc, les mobilisations, la chirurgie, l'existence d'un cancer, donc la douleur, la tachycardie, etc. Et j'en passe. Ils sont bien, mais comparés au jugement clinique, est-ce qu'ils font la même chose? Eh bien, de nombreuses études ont montré qu'un praticien qui avait suffisamment de bouteilles et d'expérience pouvait très correctement poser la probabilité clinique et savoir si c'était une probabilité faible, intermédiaire ou élevée. Mais ce qui est encore meilleur, c'est d'essayer de trouver un test qui nous permettrait d'éliminer complètement l'embolie pulmonaire sans avoir besoin de faire plus amples tests. Et en la matière, on a proposé le PERC, donc le Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria. Lorsqu'il est à 0, on peut d'emblée exclure l'embolie pulmonaire sans avoir besoin de faire de tests de dédimère. Alors que pour le score de Wells, il est indispensable lorsque la probabilité elle est faible ou intermédiaire de quand même doser les dédimères ou bien en les adaptant au cut-off de l'âge. Bon, le CG est aussi un examen complémentaire. Vous connaissez tous le fameux aspect S1Q3, très peu présent, 3 à 25% des cas, et il est spécifique seulement dans 51% des cas. Les dédimères, qui sont des indicateurs de l'activation de la coagulation et de la fibrinolyse, heureusement, ont une valeur prédictive négative qui est très élevée, c'est-à-dire quand vous avez des taux très bas, vous pouvez exclure l'embolie pulmonaire. Malheureusement, ils s'accompagnent de nombreux faux positifs, ils sont élevés dans les situations de cancer, d'infection, d'inflammation, de grossesse, d'où l'intérêt de les ajuster à l'âge dans les recommandations après 50 ans. L'échographie veineuse des membres inférieurs aussi est également très intéressante dans la manière où elle a une valeur prédictive positive très importante, c'est-à-dire si vous faites votre écho, vous trouvez une phlébite chez un patient qui a une forte suspicion d'embolie pulmonaire, vous pouvez considérer que c'est le diagnostic d'embolie pulmonaire. L'angioscanner thoracique, depuis son apparition, constitue la pierre angulaire pour poser le diagnostic. Il nous permet d'avoir un certain nombre d'images spectaculaires. Donc, comme ici, vous avez donc une embolie pulmonaire en selle qui bloque les deux, qui bloque la bifurcation au niveau des artères pulmonaires. Donc, qui est d'origine cryorique. On peut également avoir des embolies gazeuses comme on le voit ici. Mais il y a un risque de faux négatif qui constitue à peu près 5%. De faux négatifs, il y a également les risques d'irradiation, de néphropathie. Donc, il vaut mieux ne pas trop faire subir aux patients ce genre d'examen, sauf quand c'est nécessaire. Et donc, depuis son apparition avec les dédimères, on a tendance à utiliser cet algorithme. Vous évaluez la probabilité clinique. Si elle est élevée, vous faites l'angioscanner. Si elle n'est pas élevée, dans ce cas, vous faites les dédimères. Moins de 500, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Au-delà de 500, vous êtes obligé de faire l'imagerie et rechercher le défect. Ce qui nous amène à l'overtesting qui est problématique. Donc, partant de là, on a essayé de mieux utiliser ce qu'on avait à notre disposition, et surtout pour les formes dites probabilité faible à intermédiaire. Lorsque la probabilité est basse, il n'y a pas de problème, on peut éliminer d'emblée l'embolie pulmonaire. Lorsqu'elle est élevée, on fait directement l'imagerie, mais dans les situations intermédiaires, probabilité basse, là on est obligé de faire le dédimère. Moins de 1000, on peut exclure l'embolie pulmonaire, alors qu'au-delà, on fait l'imagerie. Par contre, lorsqu'on a une probabilité qui est intermédiaire, on adapte le cut-off à l'âge du patient. Et s'il est, par exemple, patient de 60 ans, les dédimères doivent être inférieurs à 600, à titre d'exemple. Donc, lorsque c'est négatif, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Et lorsque c'est positif, on fait l'imagerie à la recherche de diagnostic d'embolie pulmonaire. Autre élément à prendre en considération, c'est la stratification du risque. Elle est très importante parce qu'elle nous renseigne sur la sévérité et va éventuellement guider la prise en charge thérapeutique. Donc, les éléments sur lesquels on se base, c'est bien sûr l'instabilité hémodynamique, les dysfonctions ventriculaires et les mouvements enzymatiques.
la troponine, mais on a également proposé d'utiliser la BNP, qui est également un indicateur de surdistension myocardique et qui nous renseigne sur l'état du myocarde. Donc là, le risque est très élevé lorsque vous avez une instabilité hémodynamique, un PESI qui est élevé, une dysfonction ventriculaire à l'échographie cardiaque ou bien une élévation des troponines. Elle est basse lorsque vous n'avez rien de tout ça et on considère qu'elle est intermédiaire lorsque le patient est asymptomatique, vous n'avez pas d'hémodynamique instable, mais vous avez une dysfonction ventriculaire et une élévation des troponines. Donc le PESI, le score, le voici. Donc il y a le score, donc la version qui est originale et qui est assez fastidieuse à utiliser. C'est pour ça qu'on a adopté plutôt la version simplifiée qui se base sur un certain nombre d'éléments, l'âge, l'existence du cancer, la maladie chronique pulmonaire, la tachycardie, l'hypotension et la désaturation. 0, le risque est à 1%, mais dès que vous avez un seul élément, le risque de décès dans les 30 jours est multiplié par 10. L'échocardiographie, qui est un peu notre dada aux urgences, parce qu'on a appris à l'utiliser et il apporte beaucoup de choses, indiquer à chaque fois que le patient est à haut risque. Et puis, elle est disponible, elle est non invasive, il n'y a pas d'irradiation et elle ne nécessite pas d'agent de contraste, donc on peut l'utiliser à loisir et là, répéter. Elle permet ce schéma résume à peu près tout ce qui est diagnostiqué, donc tous les éléments qu'on peut retrouver chez un patient qui fait une embolie pulmonaire. Donc on peut voir les thrombus au niveau de l'oreillette, mais également au niveau de l'artère pulmonaire, de l'IVC. On peut avoir la régurgitation donc la régurgitation tricuspide avec une TRV max supérieure à 2,9. On peut avoir la dilatation des ventricules avec un rapport VD sur VG supérieur à 1. Donc on le voit ici dans cette coupe petit axe, donc parasternal petit axe avec le fameux aspect de D-shape. On peut également avoir une augmentation, donc une augmentation de la vitesse de régurgitation au niveau de l'artère, du flux systolique au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, les éléments les plus importants en matière d'échocardiographie, donc les cardiologues dans la salle me corrigeront en cas si c'est nécessaire. La dilatation des cavités droites, très bonne sensibilité, bonne spécificité, l'augmentation du volume télédiastolique. Malheureusement, l'échocardio a une faible valeur prédictive négative. C'est-à-dire, si elle est négative, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, et même sa valeur prédictive positive est insuffisante. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dilatation des cavités droites pour d'autres motifs. Un BPCO qui a fumé 40 ans et qui est en CPC peut avoir le même aspect. Donc en fait, la moindre discordance entre le jugement clinique et l'échocardiographie doit nous amener à faire une imagerie complémentaire. D'autres signes, comme le signe de McConnell, qui est une persistance de la contraction apicale au niveau du VD, alors que la paroi ventriculaire droite libre est plutôt distendue. L'hypertension artérielle pulmonaire avec un gradient qui est supérieur à 30 mm de mercure, et le signe 60-60, qui est une accélération du flux, qui est également un moyen de diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Alors, en matière d'organisation, on a proposé un certain nombre de choses. La plus intéressante à mon sens reste la Pulmonary Embolism Response Team. Donc, elle a été faite la première fois au niveau du Massachusetts General Hospital. Donc, c'est un groupe de praticiens impliqués dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire des cardiologues, pneumologues, des réanimateurs, et des urgentistes, et j'en passe, donc qui se réunissaient pour prendre des décisions. Donc, le Prepare, Execute and Research Talk est un moyen de la retenir. L'intérêt, c'est d'abord de prendre des décisions basées sur l'evidence-based medicine, d'améliorer et d'optimiser le séjour du patient à l'hôpital, de faciliter son circuit thérapeutique et de donner le traitement approprié au moment où il doit le prendre. Enfin, on ne peut pas parler de nos jours de quoi que ce soit sans parler d'intelligence artificielle. Donc ici, c'est une revue qui a été publiée par les Chinois et qui s'intéresse aux différentes promesses et limitations du scanner pour détecter les embolies pulmonaires. Alors, à quoi est-ce qu'elle conclut ? D'abord, selon eux, l'intelligence artificielle permet de détecter des signes très subtils d'embolie pulmonaire qu'un radiologue ne verrait pas éventuellement. Elle améliore les possibilités de stratification du risque. Il y a une meilleure prédiction du pronostic et le triage est plus rapide et les délais réduits parce que l'interprétation et l'analyse quantitative se fait de meilleure manière. Donc, exemple concret,
Le deep learning, donc les algorithmes seraient supérieurs aux radiologues en matière de sensibilité et de spécificité, et ils réduisent le délai d'interprétation et améliorent la fluidité du travail. De manière concrète, ils se sont intéressés aux scanners qui ont été faits, plus de 3000, et ils ont trouvé que l'IA avait trouvé 40 embolies pulmonaires, alors que le radiologue n'avait pas détecté. Donc les radiologues n'ont qu'à bien se tenir. Mais il y a des limitations. C'est un algorithme, ça reste un algorithme, il y a des biais, il y a des possibilités de bugs, il y a des problèmes d'interprétation parce qu'il y a des variations anatomiques, des variations physiologiques, des artefacts qui peuvent biaiser l'interprétation. On ne parle pas des considérations éthiques et légales. L'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est que, par exemple, l'algorithme de deep learning peut être utilisé sur un groupe de population, par exemple des Blancs américains, et que la population noire ou asiatique peut être lésée parce que le deep learning n'a pas été fait sur la population en question. Et enfin, il persiste des problèmes de validation. Donc, pour nous résumer, l'embolie pulmonaire est un diagnostic qui est problématique. C'est une pathologie protéiforme qui peut prendre, sur le plan clinique, beaucoup de formes. La notion de probabilité clinique conditionne les examens complémentaires qu'on va faire. La stratification, quant à elle, conditionne la thérapeutique. Le PERT, ça peut être un moyen de fonctionnement aisément applicable donc sous nos cieux. Et pour l'intelligence artificielle, ça reste encore à voir. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Zidouh, pour cette excellente présentation qui est très didactique. Donc, on va passer à la deuxième présentation et on abordera on va traiter les questions des deux conférences à la fin de la deuxième. Donc, je vais passer la parole à professeur Coutureau, donc, qui est professeur de pneumologie au CHU de Brest en France. Donc, il est coordinateur du groupe français Innovate. Donc, c'est un groupe d'études sur la thrombose. Il est auteur de plusieurs publications internationales, dont une qui nous a marqué, notamment la durée et la posologie du traitement anticoagulant. Donc nous avons le plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour partager votre expérience. Vous allez nous aborder la fibrinolyse dans l'embolie pulmonaire, State of Art 2025. À vous la parole, merci. Merci beaucoup. Alors, en attendant que le diaporama se mette en place, je touche à rien, j'imagine. Voilà, je pense que c'est bon. Ça devrait apparaître sur l'écran. Voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation. Et je remercie tout particulièrement Zoubida, avec qui nous travaillons depuis des années. Et je pense que ces échanges, cette collaboration est absolument fondamentale. Je vais vous parler de thrombolyse dans l'embolie pulmonaire. Alors pourquoi une thrombolyse ? Alors la cible, c'est le patient qui est en état de choc. C'est vraiment le problème de l'hémodynamique sur les embolies pulmonaires. En général, à gros volume de thrombus, l'embolie pulmonaire avec une sous-segmentaire associée qui est en état de choc, c'est pas lié à la sous-segmentaire. Les deux sont un peu liés, j'en dirai un mot. Et donc effectivement, on a une mécanique infernale où vous allez avoir une dilatation du ventricule droit, une baisse de la fonction ventriculaire droite, une baisse secondaire de la fonction ventriculaire gauche, de la perfusion coronaire et l'état de choc. Donc évidemment, c'est la cible privilégiée. Heureusement, sur des collectifs de patients, ce n'est pas extrêmement fréquent, c'est assez rare l'état de choc, mais quand ça se produit, c'est absolument redoutable. Alors quand on parle d'état de choc, il y a évidemment le malade qui est déjà en arrêt cardiaque, on ne peut quasiment pas le rattraper dans une embolie pulmonaire. Il y a l'état de choc qui est confirmé et qui dure et qui va nécessiter du remplissage des vasopresseurs. Et puis il y a l'instabilité hémodynamique où vous allez avoir une chute de la pression artérielle systolique de plus de 40 mm de mercure, plus de 15 minutes. Donc cette forme, c'est à peu près environ 4% des patients sur des registres qui ont déjà quelques années, avec une mortalité ici sur ces gros registres qui s'étale entre 25 et plus de 50%. On a même des cohortes avec 70% de mortalité. La deuxième chose, c'est le niveau d'obstruction vasculaire. On n'en parle pas beaucoup en général.
Mais tout de même, il y a une corrélation. On sait que vraiment, au-delà de 70% d'obstruction vasculaire pulmonaire, la mortalité est vraiment accrue. Et ici, sur ce travail de Mignati, on voit que la survie précoce, hein, les choses s'équilibrent. Hein. On n'a pas d'impact après sur le long terme. C'est vraiment sur les premières semaines que les choses se jouent. Mais les patients qui ont une obstruction de plus de 50%, évidemment, une mortalité accrue. De même, sur ce travail de Nicolas Menneveau en dessous, eh bien, il regardait quel était le pronostic des patients en fonction de l'obstruction vasculaire résiduelle, mais mesurée en sortie d'hospitalisation à 6 jours en moyenne. Et vous voyez, ceux qui, finalement, avaient très bien recanalisé avaient une survie tout à fait satisfaisante, et ceux qui gardaient encore des obstructions importantes, eh bien, de plus de 35% avaient une mortalité accrue. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une thrombolyse ? La première chose, c'est l'amélioration de la ventriculaire droite. C'est vraiment l'aspect hémodynamique qui est au cœur du problème. Il va falloir casser du caillot pour très vite que ce ventricule droit retrouve une fonction, qu'on puisse retrouver aussi une fonction ventriculaire gauche et avoir une tension artérielle qui soit correcte. Le deuxième effet, c'est l'amélioration sur la perfusion pulmonaire. C'est l'amélioration de la perfusion pulmonaire qui permet évidemment d'améliorer cette hémodynamique. Et vous voyez, c'est un effet très précoce. Hein. 24% de taux de reperfusion dans le groupe urokinase versus 7,4% dans les 24 heures. Mais à 7 jours après, vous n'avez pas poursuivi l'optimisation. C'est-à-dire que ça aide à passer un cap, la thrombolyse, mais par contre, il n'y a pas d'impact au long cours. Et ceci a été bien montré aussi dans ce travail d'une analyse post-hoc de l'étude PEITO de Stavros Konstantinides et Guy Meyer. On voit qu'en fait, sur le long terme, eh bien, on n'a pas d'impact sur la mortalité, sur la dyspnée résiduelle, sur l'apparition d'un CITEF. Donc c'est vraiment un effet transitoire pour passer un cap. Et par conséquent, en clinique, c'est exactement ce qu'on a retrouvé dans cette méta-analyse de Suzanne Wan. Vous voyez l'effet de la thrombolyse, on a un bénéfice sur le risque de récidive, on a une réduction du risque de décès, on a une réduction du critère combiné récidive ou décès, toute cause. La contrepartie, c'est qu'on a une augmentation par 2 du risque d'hémorragie grave, mais dans ces hémorragies graves, on n'y inclut pas les décès par hémorragie grave. Et donc, finalement, ce qui l'emporte, c'est vraiment le bénéfice clinique sur le risque de récidive ou de décès toute cause, bien qu'on ait une contrepartie, évidemment, sur le risque hémorragique. Ça, c'est uniquement chez les patients en état de choc. Et par conséquent, les guidelines recommandent... alors, la molécule qui est la plus utilisée, hein, c'est le RTPA, 10 mg en IVD, et ensuite le reste en perfusion en 2 heures. C'est le schéma le plus validé. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a quasiment pas de contre-indication à la thrombolyse, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des patients qui vont mourir. Hein. Si on ne fait rien, ils vont mourir avec une très forte probabilité. Je dirais que la contre-indication essentielle, c'est celui qui a déjà l'AVC hémorragique ou qui a un hématome intracrânien. Hein, on ne va pas l'achever en faisant une thrombolyse. Pour le reste, en fait, il n'y a quasiment pas de contre-indication, c'est très relatif. C'est du sauvetage. Et donc, les recommandations sont très claires. Hein. Il faut faire cette thrombolyse chez les patients qui sont en choc hémodynamique. Et puis, évidemment, après, si ça ne marche pas, en seconde intention, on va utiliser des protocoles de thrombectomie sur lesquels il y a beaucoup de débats. Et puis, c'est la seule catégorie de patients où on continue à mettre de l'héparine non fractionnée en perfusion IVSE. Après, toutes les autres catégories d'embolie pulmonaire, aujourd'hui, c'est HBPM ou AOD, vous le savez. Et lorsque la thrombolyse n'a pas fonctionné, en deuxième intention, c'est essentiellement l'embolectomie, alors chirurgicale ou par cathéter. Et puis, il y a la place de l'ECMO, c'est-à-dire la circulation extracorporelle. 2 mots de ce travail de Nicolas Menneveau, absolument remarquable, qui vous montre que chez les patients qui ont eu une prise en charge par thrombolyse sans ECMO et qui sont en état de choc, vous voyez qu'il y a une mortalité de 43%. Là, on n'est pas surpris, on est dans ce qui est déjà publié. Chez les patients à gauche qui ont eu l'ECMO, s'ils ont eu que l'ECMO, et puis on a regardé ce qui se passait, on a 77% de mortalité. L'ECMO n'est pas en soi un traitement, c'est vraiment une façon de prendre en charge, de garder les patients vivants transitoirement, en vue de leur proposer l'embolectomie, secondairement. Et vous voyez qu'ici, chez ces patients en plein marasme, vous les mettez sous ECMO pour les préserver, le temps éventuellement de les adresser à quelqu'un qui s'est opéré ou quelqu'un qui s'est au moins retiré par cathéter. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le pronostic à 1 mois, à 30 jours, il est de 14% de mortalité, il est bien meilleur. Et que la place de l'ECMO, c'est typiquement une technique de pont entre une situation marastique
où il y a eu échec de la thrombolyse, et ça permet d'attendre le temps qu'il y ait ensuite un geste de désobstruction vasculaire. Alors on a parlé évidemment de la situation qui se discute pas de l'embolie pulmonaire à haut risque de décès. Qu'en est-il de cette entité de l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé, où en gros ce sont des patients qui ont une embolie pulmonaire avec une dysfonction ventriculaire droite mais sans état de choc et une élévation des troponines. C'est ça l'embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Et ça, évidemment, on doit ce résultat de l'étude Peito à notre ami Guy, disparu trop tôt, et Stavros Konstantinides. Cette étude Peito, publiée dans New England il y a maintenant une dizaine d'années, sont des patients qui ont été randomisés à recevoir de la tenectéplase versus un placebo chez des patients avec une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Et lorsqu'on regarde les résultats, eh bien, le critère combiné mortalité toute cause et passage en choc, eh bien, on a une réduction par 2 du risque. Donc mission accomplie, l'objectif principal est vérifié dans cette étude, même s'il n'y a en fait pas de différence sur la mortalité, c'est surtout sur le risque de passage en choc. En revanche, on a un risque multiplié par 4 de développer une hémorragie majeure, et notamment 10 hémorragies intracrâniennes versus 1. Et donc le problème, c'est le saignement intracrânien, en particulier chez les patients de plus de 75 ans dans cette étude. Et donc cette étude tempère, en fait. On a un bénéfice clinique, mais de l'autre, on a une contrepartie négative sur le plan du risque hémorragique. Et c'est pour ça que la thrombolyse systémique aujourd'hui, à dose pleine, n'est pas recommandée chez le patient avec une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Alors comment on peut améliorer le bénéfice-risque de la thrombolyse ? Il y a d'abord cette première piste des doses réduites de thrombolyse. Si je la fais très simple, c'est en gros quasiment une demi-dose de thrombolytique. Donc on va injecter 0,5 mg/kg ou 50 mg chez les sujets de plus de 50 kg. Et sur cette étude Princeps, ici, l'étude Mopet, eh bien, on voit, semble-t-il, il n'y a pas beaucoup de puissance, un bénéfice sur le taux de récidive, le risque de décès. Mais bien entendu, il va nous falloir des études bien plus volumineuses pour démontrer réellement l'impact, l'efficacité et aussi l'innocuité sur le plan du risque hémorragique. Et c'est le programme Peito 3 qui est coordonné aujourd'hui par Olivier Sanchez et qui a été conçu par le professeur Guy Meyer. Donc dans cette étude, même design que Peito 1, sauf qu'ici on va utiliser du RTPA à demi-dose. Autre point, la thrombolyse qu'on va introduire, qu'on va injecter avec un cathéter in situ. Et donc, on a ici une vedette de cette technique, le professeur Coucher, qui travaille depuis très longtemps là-dessus. On est toujours sur des petites études, quand il publie, avec toujours de façon assez consistante, finalement, une amélioration essentiellement sur l'hémodynamique. Ce type d'étude n'a pas le potentiel de nous donner des renseignements vraiment sur les bénéfices cliniques. Mais on voit que, effectivement, le fait d'introduire cette thrombolyse in situ, eh bien, ça améliore l'hémodynamique au moins. Et ici, sur ce travail publié très récemment dans le JAMA, même si c'est 94%, ils ont quand même publié dans le JAMA. Alors en fait, cette étude a été interrompue prématurément en raison du Covid. Ils l'ont faite à ce moment-là, et donc en fait, ils avaient quasiment plus de médecins en fait pour réellement gérer les patients. Mais enfin, ce qu'on voit de cette étude, c'est là aussi, on conforte qu'il y a bien un bénéfice hémodynamique. Par contre, sur les outcomes cliniques, c'est-à-dire le risque de récidive, le risque hémorragique, on ne peut pas en conclure grand-chose. Et puis, pour avoir la preuve, vous voyez que l'Europe est très dynamique, eh bien, c'est l'étude iPeto qui est en cours, coordonnée avec Eric Klock notamment, où là, on va comparer la thrombolyse in situ par cathéter versus anticoagulation seule chez les patients avec une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Et puis enfin, la thromboaspiration, donc c'est des cathéters qu'on va amener jusqu'à l'artère pulmonaire au contact du caillot, puis en gros, on a un système d'aspiration du thrombus. Très impressionnant quand on regarde faire, on se dit qu'il faut que les patients soient quand même assez solides. En tout cas, dans cette étude FLAIR, eh bien, vous voyez, on a évalué ça chez des patients à risque intermédiaire élevé. Eh bien là, une fois de plus, l'étude ne permet pas d'améliorer réellement, en tout cas, on ne peut pas évaluer le bénéfice sur le taux de récidive, la mortalité, etc. Mais par contre, on a bien un bénéfice hémodynamique avec une dysfonction ventriculaire droite qui est améliorée et aussi une pression artérielle pulmonaire systolique qui est améliorée. Tout de même, très récemment, ça date de quelques semaines, l'étude PERLES,
puisque maintenant on va se poser la question, est-ce que finalement on fait de la thrombectomie locale ou est-ce qu'on fait de la thrombolyse par cathéter? Donc en gros, est-ce qu'on met un cathéter et on décide d'aspirer le thrombus, ou est-ce qu'on fait de la thrombolyse pour casser du thrombus? Ce programme PERLES, 550 patients, donc on se dit c'est quand même extrêmement conséquent. Ils ont un bénéfice sur un critère combiné qui mêle tout ce que je vous ai mis ici, la mortalité, les hémorragies très graves, la détérioration clinique, la nécessité de procédures supplémentaires en unité de soins intensifs et le délai d'hospitalisation. En fait, quand on regarde le bénéfice, c'est surtout qu'il y a moins d'aggravation clinique et d'intensification de traitement, ce qui est très bien. Et puis, on a aussi une réduction des durées d'hospitalisation. Mais il n'y a pas de bénéfice, en fait, sur le taux de saignement. Il n'y a pas de bénéfice sur le risque de décès. Donc, à suivre, pour l'instant, nous n'avons pas encore la preuve qu'une technique serait meilleure qu'une autre. Donc, pour conclure, dans le cadre de l'embolie pulmonaire à haut risque de décès, c'est la thrombolyse en première intention, à dose pleine. Et en deuxième intention, eh bien, c'est l'embolectomie. Par voie locale ou chirurgicale, il y a débat. Nous, aujourd'hui, on fait du local, très clairement. Et éventuellement, le temps qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse faire la technique, on les met en ECMO. Chez le patient à risque intermédiaire élevé, c'est évidemment l'anticoagulation en première intention. C'est l'HBPM essentiellement. Pas besoin de mettre de l'héparine non fractionnée. Et la thrombolyse ne sera que s'ils sont en aggravation hémodynamique. Donc, c'est des patients qui sont en unité de soins intensifs. Et c'est dans un second temps seulement qu'on les thrombolyse s'ils sont en échec. Et puis, ce qui se pose comme question, c'est est-ce qu'éventuellement, d'emblée, on ne pourrait pas avoir recours à de la thrombolyse à dose réduite ou introduite par cathéter. Mais pour l'instant, on n'a pas les données. Et dans tous les cas, comme ça vous a été présenté sur la première présentation, il faut des équipes pluridisciplinaires pour à chaque fois bien décider de la stratégie de traitement. Je vous remercie. Merci, professeur Cottereau, pour cette excellente présentation. Je pense qu'on va passer au symposium avant de poser les questions pour les orateurs. Le symposium, donc, avec professeur Borkia, chef de service médecine interne CHU Mohamed VI à Tanger, sur l'hypertension pulmonaire post-embolique. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup. Je tiens à remercier donc le bureau de la Société marocaine de maladies vasculaires pour me permettre d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce thème qui est très important, l'hypertension pulmonaire post-embolique. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, l'hypertension pulmonaire, comme vous le savez, c'est défini par une élévation anormale de la pression artérielle pulmonaire moyenne avec une PAPM qui est supérieure à 20 mm de mercure. Et on sait tous que le diagnostic de certitude d'une hypertension pulmonaire, artérielle pulmonaire en plus, nécessite des mesures invasives des paramètres hémodynamiques réalisés lorsqu'on réalise un cathétérisme cardiaque droit. On définit une HTP précapillaire lorsque les pressions artérielles d'occlusion est inférieure à 15 mm de mercure et que les résistances vasculaires périphériques sont supérieures à 2 unités Wood, d'après la dernière classification, bien sûr, de l'hypertension pulmonaire. On parle d'hypertension post-capillaire lorsque la PAPO est supérieure à 15 mm de mercure et que les résistances vasculaires périphériques sont inférieures ou égales à 2 unités Wood. Donc, vous connaissez tous actuellement la classification clinique de l'hypertension pulmonaire. Et ce qui nous intéresse actuellement aujourd'hui, eh bien, c'est l'hypertension pulmonaire qui est associée aux obstructions de l'artère pulmonaire et principalement, de ce qu'on va être le sujet de notre topo, eh bien, l'hypertension pulmonaire liée post-embolique. Que faut-il savoir sur le plan épidémiologique en ce qui concerne cette forme d'hypertension pulmonaire de classe 4 ? Eh bien, on constate que l'incidence cumulée dans les dernières études est de 1 à 3% patients année, mais on constate qu'au fur et à mesure du temps, l'incidence tend à augmenter, tel que vous le voyez ici dans le registre danois qui regroupe tous les patients ayant une hypertension pulmonaire avec compliquée d'une hypertension pulmonaire post-embolique. Vous voyez que cette incidence est en augmentation ces dernières années et que cette incidence, elle est également variable en fonction de l'âge et qu'on constate qu'elle est une incidence augmentée particulièrement dans la population gériatrique. Également pour la prévalence, elle tend à augmenter au fur et à mesure du temps et on constate que la prévalence est également beaucoup plus augmentée lorsque les patients sont âgés de 75 ans. Alors,
la question qui s'est posée dans la littérature était quels étaient les facteurs de risque de la survenue de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors, on vient de voir l'embolie pulmonaire dans les méthodes de diagnostic et on a vu également, avec le professeur Coutureau, la thrombectomie et la thrombolyse dans le traitement de l'embolie pulmonaire. En fait, le principal facteur de risque retrouvé dans la littérature, c'est l'existence d'une maladie thromboembolique veineuse auparavant, que ce soit une embolie pulmonaire ou, bien sûr, une thrombose veineuse proximale qui est également associée. Cependant, on va remarquer, quand on regarde un peu les données de la littérature, que dans les pays asiatiques, par exemple, il y a une prévalence quand même assez augmentée de pratiquement 20% de patients qui ont une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et qui n'ont pas d'antécédents de maladie thromboembolique veineuse, que ce soit une maladie thromboembolique de type phlébite ou une embolie pulmonaire. Ce qui nous amène à rechercher est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque éventuellement qui pourraient expliquer la survenue de cette hypertension pulmonaire et pour lesquels, bien sûr, on va faire beaucoup plus attention dans le screening et dans le diagnostic. Alors, quand on a un antécédent de maladie thromboembolique veineuse, le fait d'avoir une récidive de l'embolie pulmonaire est un facteur de risque de survenue de cette hypertension pulmonaire de classe 4. L'existence également de matériel comme des chambres implantables, éventuellement l'existence de shunts ventriculaires atriales également sont des facteurs de risque reconnus. Plus proche de nous, le syndrome des anticorps antiphospholipides et des maladies auto-immunes dans le cadre d'une embolie pulmonaire sont des facteurs de risque également reconnus. Mais on le sait, actuellement, de plus en plus, le sexe féminin, également le diabète, l'insulinorésistance, des mutations dans les facteurs de la coagulation, mais on n'a pas retrouvé une augmentation du surrisque lorsque on a des problèmes au niveau des mutations du facteur 2 ou 5 ou de la protéine C ou de la protéine S. Et puis, on voit principalement sur les études qui sont parues au Japon et en Chine qu'il y a des gènes de susceptibilité à l'hypertension pulmonaire qui est post-embolique en absence d'embolie pulmonaire avérée diagnostiquée. Ces gènes de susceptibilité concernent principalement des gènes de type serpine sur des facteurs de coagulation, mais pas que. Il y a d'autres facteurs de gènes de susceptibilité, comme le NRP par exemple, qui a été retrouvé corrélé à la survenue de moya-moya et d'une vasculopathie cérébrale, qui est également retrouvé dans ce type de population. Alors, quand on va regarder les patients qui ont une hypertension pulmonaire de classe 4 et qui ont ou qui n'ont pas dans leurs antécédents une maladie thromboembolique, déjà, une chose qui est importante, le risque est beaucoup plus important lorsque l'étiologie de la maladie thromboembolique n'est pas retrouvée, donc dans la forme idiopathique. En ce qui concerne les patients qui ont une hypertension pulmonaire post-embolique et chez lesquels on ne retrouve pas de maladie thromboembolique dans les antécédents, ils font essentiellement des formes qui ne sont pas proximales, et c'est très important parce que la localisation en fait du caillot va influer sur la décision thérapeutique qui va être par la suite, et on retrouve surtout des atteintes des artères qui sont intermédiaires dans ces études. Qu'en est-il du pronostic en fonction du facteur de risque, présence ou pas d'une embolie pulmonaire au préalable à l'hypertension pulmonaire de classe 4 ou thromboembolique chronique? La majorité des papiers que j'ai lus en fait montrent bien que lorsqu'il y a une maladie thromboembolique auparavant, il y a un surrisque de mortalité corrélé par rapport à une population qui a une hypertension artérielle pulmonaire sans une hypertension pulmonaire de classe 4. Mais je vous montre quand même cette étude qui est issue du registre danois, qui montre en fait dans le registre qu'il y a un surrisque de mortalité lorsqu'il n'y a pas de maladie thromboembolique veineuse. Cependant, il fait à noter que dans cette étude, il y avait beaucoup plus de patients retrouvés ayant un cancer dans ce type de patients. Qu'en est-il du diagnostic? Le diagnostic n'est pas facile
surtout en absence de maladie thromboembolique veineuse et d'une embolie pulmonaire au préalable qui va faire démarrer la stratégie de surveillance et de diagnostic d'une hypertension artérielle, d'une hypertension pulmonaire post-embolique. Alors, il y a également le fait qu'il y a un délai de diagnostic entre le moment où le patient s'est amélioré après le traitement d'une embolie pulmonaire et puis l'apparition de symptômes de cette hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qui sont non spécifiques. Une dyspnée d'effort, puis après, ça sera une dyspnée de repos. Et il n'y a pas exactement d'outils de dépistage bien identifiés dans la littérature. En ce qui concerne également le diagnostic un peu plus difficile, lorsque l'on va retrouver dans la littérature des patients qui ont une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, et puis des patients qui sont également, ils ont une maladie thromboembolique chronique, mais sans hypertension pulmonaire, et qui n'ont pas, bien sûr, la PAPM qui était supérieure à 20 mm de mercure. Ce sont quand même des patients qu'il faut surveiller de façon attentive, parce qu'ils sont à risque de développer une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et éventuellement très rapidement les proposer à la chirurgie. En fait, le gold standard, c'est toujours de réaliser la scintigraphie ventilation-perfusion après 3 mois d'anticoagulation complète pour confirmer le diagnostic. Et le mieux, bien sûr, ce serait d'avoir une scintigraphie ventilation-perfusion en baseline pour pouvoir éventuellement la comparer après 3 mois. En tout cas, d'autres études ont essayé de voir l'intérêt d'utiliser un angioscanner ou d'utiliser l'artériographie pulmonaire sélective conventionnelle, voire d'utiliser une IRM thoracique ou encore un SPECT TDM pour pouvoir rapidement diagnostiquer des patients qui ont eu une embolie pulmonaire et qui sont porteurs d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Il est à noter que ces outils-là sont particulièrement rentables lorsqu'ils sont réalisés dans des centres experts où vous avez des personnes qui vont pouvoir, sur un angioscanner, pouvoir vous prédire, vous montrer tout de suite qu'il y a une hypertension pulmonaire de type thromboembolique chronique. Généralement, on ne nous répond pas lorsqu'on fait un angioscanner habituel sur la persistance, sur la présence de signes orientation. Ensuite, sur le plan radiologique, ça nous permet de voir les anomalies vasculaires, les anomalies parenchymateuses, de voir comment est l'intima, est-ce qu'il y a des sténoses. Ce bilan radiologique, déjà, c'est un préalable à la chirurgie et éventuellement, dans le dépistage des futures complications de la chirurgie, était indispensable avant de réaliser la chirurgie. Alors, voici l'algorithme qui est actuellement proposé, c'est que lorsqu'on est bien sûr dans un centre expert, il faut référer ces patients très rapidement pour une prise en charge. On réalise une scintigraphie ventilation-perfusion et si cette scintigraphie elle est positive, on a un diagnostic d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qu'on pourra compléter par la suite par un cathétérisme cardiaque. Cependant, lorsque cette scintigraphie ventilation-perfusion est négative, il va falloir avoir recours à d'autres modalités de diagnostic et très rapidement avoir recours au gold standard qui est le cathétérisme cardiaque droit et pour pouvoir bien sûr diagnostiquer cette hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors, dans les recommandations, déjà en 2022, il était bien clair que c'était des recommandations de niveau 1, que les patients qui ont fait une embolie pulmonaire et qui sont porteurs d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique doivent être référés vers des centres experts pour la prise en charge et que ces patients-là devaient avoir peut-être au préalable une échographie cardiaque et puis des marqueurs comme le BNP et la troponine avant d'être référés au centre expert. Sur le plan physiopathologique, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est à différencier de l'hypertension pulmonaire aiguë, où vous voyez ici le caillot qui est tout frais, qui va être retiré, comme on l'a vu, par thrombectomie ou par thrombolyse. Il faut se dire que dans cette pathologie, vous avez des caillots qui sont fibrineux, très adhérents à la paroi intimale des artères pulmonaires, et que
La localisation, elle va être variable, principalement proximale, mais également au niveau des artères segmentaires ou sous-segmentaires. Et on va voir que cela a un intérêt particulier de bien caractériser la localisation de ce caillot fibrineux pour pouvoir après éventuellement décider de la meilleure stratégie thérapeutique. Alors depuis pratiquement 30 ans, on a quand même décrit sur le plan physiopathologique, à côté de l'existence d'un thrombus au niveau segmentaire et sous-segmentaire, des anomalies de la microcirculation et des anomalies microvasculaires, que ce soit au niveau des artérioles qui sont très fines, en moins de 2 mm, arrivant à 500 micromètres, et dans lesquelles on voit qu'il y a une prolifération de toute la paroi de l'artériole et des capillaires, et cette prolifération fait ressembler à ce que l'on voit dans l'hypertension artérielle pulmonaire, que ça soit sur des artères qui ne sont pas obstruées ou alors sur des artères qui sont également obstruées. Également, j'allais dire, il y a quelques années, à l'hôpital Marie-Lalonde, le professeur Doff-Müller, qui est un anatomopathologiste, a fait des études histologiques sur des poumons de porcelets et également chez des êtres humains, et a permis de montrer qu'il existait même des shunts entre la circulation pulmonaire et la circulation bronchique, et que ces shunts-là qui sont présents sont responsables d'une élévation des résistances veineuses périphériques au niveau pulmonaire, qui vont être responsables d'une augmentation de la pression au niveau du ventricule droit et la survenue d'une insuffisance cardiaque. Le modèle en fait animal d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique n'est pas encore bien établi, et plusieurs équipes dans le monde cherchent à définir un modèle qui va nous permettre de faire des études pour mieux comprendre encore cette physiopathologie. Donc sur le plan de l'histoire naturelle, après une embolie pulmonaire aiguë, vous avez un caillot qui finalement ne s'est pas dissolu, et puis vous allez avoir une sténose, une occlusion des artères pulmonaires. Il va y avoir une redistribution du flux vers des zones non occluses ou vers des zones également occluses, et puis vous avez bien sûr l'augmentation des résistances et le développement d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. On arrive aux modalités thérapeutiques. Alors sur le plan thérapeutique, tout dépend bien sûr d'où est-ce qu'on se situe. Donc lorsqu'on a un caillot qui est très en proximal, eh bien on va avoir recours très rapidement à la thromboartériectomie. On va avoir recours lorsque le caillot se trouve sur des portions qui sont plutôt intermédiaires, segmentaires ou sous-segmentaires, à l'angioplastie au ballon. Et puis bien sûr, dans les cas où éventuellement il y a une contre-indication à la chirurgie ou une inefficacité de la chirurgie, et on va voir les indications, eh bien, suite au fait que sur le plan physiopathologique, il y a quand même du remodelage vasculaire, de la prolifération, eh bien, les médicaments spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire ont tout leur intérêt. Alors, tout d'abord, on va d'abord parler d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est l'anticoagulation. Et il est déjà recommandé, vous le savez, que l'anticoagulation soit prolongée lorsqu'on a une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Je vous rappelle que la recherche d'un syndrome antiphospholipide est obligatoire, et qu'en cas de présence d'une véritable maladie syndrome antiphospholipide, cette anticoagulation serait par antivitamine K et qu'elle serait à durée non définie. Cependant, il y a pas mal d'études en fait, qui se sont intéressées à l'utilisation, ce qui fait l'actualité, eh bien, des nouveaux anticoagulants dans, bien sûr, cette pathologie qui est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et je vous présente donc cette méta-analyse qui était la première méta-analyse d'études prospectives. Il y a énormément de méta-analyses, mais qui comprennent également des études rétrospectives. Eh bien, celle-ci, elle va regrouper finalement 4 grandes études, randomisées, contrôlées et prospectives. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Eh bien, elle va montrer que sur le plan de la safety, eh bien, l'utilisation des anticoagulants oraux directs est même meilleure que les AVK. Donc, il y a des saignements tout confondus, mineurs et majeurs, qui sont nettement réduits par rapport aux AVK. Cependant, dans les recommandations de 2022, si vous vous rappelez bien, eh bien, on préférait l'usage des AVK aux AOD parce qu'on avait retrouvé un surrisque de thrombose et de récidive de thrombose lorsqu'on mettait les patients sous AOD versus AVK.
Dans cette méta-analyse, eh bien, il n'y a pas beaucoup de patients, mais on voit globalement qu'il y a une tendance vers une diminution du risque de thrombose conséquente lorsqu'on utilise les AOD versus les AVK. Et quand on regarde la vraie vie, eh bien, en fait, on voit que les patients sont déjà sous AOD lorsqu'ils ont éventuellement une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique et qu'ils les gardent et qu'en fait, il n'existe pas plus de, de récidive thrombotique lorsqu'ils sont sous AOD. Autre chose importante, c'est que les paramètres hémodynamiques, lorsqu'on utilise les AOD versus les AVK, eh bien, ils restent stables, il n'y a pas d'aggravation sur le plan hémodynamique. Alors, on va parler maintenant du principal traitement qui est la thromboartériectomie pulmonaire. Ça reste toujours le traitement et le seul traitement curatif de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Elle va améliorer à long terme les variables hémodynamiques, la pression artérielle pulmonaire moyenne. Elle va améliorer également chez les patients la classe fonctionnelle NYHA, des patients qui sont en stade 2, éventuellement ou 3, qui vont s'améliorer. Et puis également, elle a un intérêt parce que actuellement, lorsqu'elle est réalisée dans des centres qui sont experts, eh bien, la mortalité est quand même réduite avec un pronostic qui est quand même de survie de 90% à 3 ans. Elle va permettre l'arrêt des anticoagulants. Et puis, elle a quand même certains avantages, mais aussi certains inconvénients. Alors, la première chose, c'est qu'elle nécessite, lorsqu'un patient est âgé de plus de 45 ans, la réalisation d'une angiographie coronaire pour dépister éventuellement s'il n'y a pas une ischémie avant la réalisation. Et puis, lorsque on va toucher l'arbre vasculaire pulmonaire de façon conséquente, eh bien, il va falloir probablement utiliser un arrêt circulatoire, l'hypothermie éventuellement. Alors, le problème de cette chirurgie, c'est que, en fonction de la sélection des patients, eh bien, le résultat va être différent. C'est pourquoi, dans la littérature, il est très important de pouvoir choisir les patients qui ont le plus de chances de succès à cette thérapeutique. Alors, principalement, il faut que la lésion proximale, vous l'avez compris, soit accessible. Il ne faut pas que les patients aient des paramètres hémodynamiques trop élevés, tels que vous les voyez. Et puis, les patients devraient avoir plutôt une classe 1 et 2 de la NYHA plutôt qu'une classe 3 ou une classe 4. On en reparlera tout à l'heure lorsqu'on va voir en fait la combinaison des traitements oraux avec éventuellement une chirurgie. Sur le plan post-opératoire, eh bien, l'hypertension pulmonaire, elle peut être persistante dans près de 50% des cas. Il peut y avoir également la survenue d'une pneumonie nosocomiale. La ventilation est beaucoup plus allongée chez certains patients et dans certains cas également, on va voir apparaître un syndrome de reperfusion pulmonaire avec des signes d'œdème pulmonaire. Les patients peuvent également saigner à la suite de cette thérapeutique. Alors, cette thromboartériectomie pulmonaire, elle doit être réalisée dans des centres experts multidisciplinaires et actuellement, l'orientation se fait vers la sélection des patients et ce sont, comme on l'a dit, des patients âgés de plus de 75 ans qui sont gériatriques, qui ont énormément de comorbidités. Et dans les études, on est en train d'essayer de voir quels sont les meilleurs patients qui sont susceptibles, bien sûr, de bénéficier de cette chirurgie. Et il y a d'énormes études sur l'âge en tant que critère d'inclusion ou d'exclusion, l'état nutritionnel, le poids, le score de Schkartson pour voir éventuellement les comorbidités. Et je vous ai montré juste à côté, eh bien, dans cette étude, le nombre de comorbidités qui peuvent être retrouvées chez ce type de patients. Des études également sont consacrées à faire des tests de marche de 6 minutes avant la chirurgie pour voir quels étaient les patients qui, bien sûr, pouvaient mieux en bénéficier. Mais il en résulte que ça doit être une approche multidisciplinaire qui devrait inclure, bien sûr, une évaluation gériatrique. Donc, en cas de, j'allais dire, d'échec de cette thrombectomie, chez les patients ou en cas de patients qui sont non éligibles à cette chirurgie, eh bien, la deuxième technique, c'est l'angioplastie par ballonnet. Et cette angioplastie par ballonnet, elle a plusieurs indications. C'est surtout que c'est des artères sous-segmentaires, on peut aller jusqu'à 2 mm, et ça permet également d'améliorer de façon spectaculaire l'hémodynamique
chez les patients, la capacité de l'exercice, et elle est beaucoup moins invasive que la chirurgie. Mais elle aussi, elle a des complications qui fait que ça doit être réalisé par des centres experts, et la définition d'un centre expert, c'est un centre quand même qui réalise plus de 50 angioplasties par ballonnet et par an. Et cette chirurgie, en fait, dans les dernières études qui sont apparues, eh bien, coupler les deux, à savoir réaliser la chirurgie et faire l'angioplastie par ballonnet, donne de meilleurs résultats éventuellement que réaliser seulement la chirurgie seule, que ça soit sur les paramètres hémodynamiques, que ça soit sur la classe de la dyspnée NYHA et également sur le test fonctionnel de 6 minutes. Donc à côté de la chirurgie et de l'angioplastie, il y a les médicaments. Donc sur les médicaments, si on va se référer, le premier médicament qui a eu l'AMM en 2014, c'était le riociguat, qui est une molécule qui permet l'augmentation de l'adénylcyclase et donc favoriser le monoxyde d'azote. 2 études étaient apparues, l'étude CHEST-1 et l'étude CHEST-2, qui ont permis de montrer que l'utilisation du riociguat dans le cadre de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, eh bien, ça améliorait le paramètre principal qui était le test de marche de 6 minutes, mais également tous les paramètres hémodynamiques, et ce qui a permis d'obtenir l'AMM chez les produits. Ce riociguat est peut-être également comparé à l'angioplastie dans 2 études qui ont été faites, une étude japonaise et une étude française. Et c'est dans ces 2 études versus angioplastie, on voit que, en ce qui concerne les paramètres hémodynamiques, la pression artérielle pulmonaire moyenne, eh bien, le riociguat fait moins bien que l'angioplastie. En ce qui concerne la diminution des résistances vasculaires pulmonaires, on constate également de façon significative que l'angioplastie reste quand même plus efficace que le riociguat. Cependant, vous voyez bien que il y a pratiquement un très large gap en ce qui concerne les effets secondaires, l'hémorragie qui est 44% versus 4% dans l'étude de Kawakami et 42% versus 7% dans l'étude, française. Dans cette étude française, en fait, au départ, ils avaient inclus des patients qu'ils avaient mis sous riociguat et un deuxième groupe qui avait pris angioplastie. Et puis par la suite, au bout de 6 mois, ils avaient switché. Les patients qui avaient riociguat ont été switchés à l'angioplastie et ceux qui étaient à l'angioplastie ont reçu du riociguat. Et on constate que sur le plan de l'hémorragie, eh bien, autant ils font tous les deux bien à la fin, sur le plan des pressions artérielles pulmonaires et la diminution des résistances vasculaires. Sur le plan des effets secondaires, eh bien, il semble préférable éventuellement de mettre le riociguat en première intention, puis suivi de l'angioplastie. On voit bien qu'il y a pratiquement 3 fois moins de risque hémorragique en utilisant un médicament avant le processus d'angioplastie. En ce qui concerne les autres molécules, eh bien, je vais vous montrer donc une méta-analyse qui regroupe la majorité des essais randomisés contrôlés qui évaluent donc ces médicaments dans cette indication qui est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Il s'agit donc d'une méta-analyse qui regroupe pratiquement 1047 patients, qui regroupe finalement 14 études prospectives. Et vous voyez bien que sur ces 14 études, eh bien, toutes les classes thérapeutiques sont représentées, que ce soit les analogues de la prostacycline, en tête de file le treprostinil, qui a reçu l'AMM pour l'indication de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, dès 2020. Et également, vous voyez également qu'il y a également l'utilisation des analogues les antagonistes de récepteurs de l'endothéline, comme le macitentan ou le benzentan. Et vous voyez également qu'il y a l'utilisation des analogues de la prostacycline orale, comme le selexipag. Alors, toutes ces études, qu'est-ce qu'elles ont montré comme versus placebo? Elles ont montré en pratique que sur le test de marche de 6 minutes, les médicaments ne sont pas totalement équivalents. Donc, on a principalement, le riociguat et le treprostinil qui sont efficaces sur le test de marche de 6 minutes. En ce qui concerne les résistances vasculaires pulmonaires, on voit que le treprostinil, le riociguat se démarquent des autres médicaments. Et puis aussi, on voit, en ce qui concerne la pression artérielle pulmonaire moyenne, qu'après l'angioplastie, le bosentan est directement en tête.
En ce qui concerne le score de dyspnée, sur cette méta-analyse, on voit qu'il n'y a pas de différence significative à l'utilisation de ces médicaments versus le placebo. Alors ces études, pour certaines, ont été continuées en ouvert, comme l'étude pour le treprostinil, où on a des reculs à près de 24 mois. Et dans ces études qui ont été poursuivies en ouvert, les patients, on constate qu'ils n'ont pas un seul médicament, mais qu'ils ont l'association de 2, voire 3 médicaments ensemble, avec ou sans angioplastie, avec ou sans chirurgie dans leur prise en charge. Qu'en est-il au niveau du pronostic ? Lorsqu'on poule toutes ces données, cette méta-analyse qui est apparue dans Respiratory sur les études réalisées en Asie, elle montre bien que faire une prise en charge multimodale qui intègre la chirurgie, l'angioplastie, les traitements médicamenteux et l'anticoagulation, ça permet d'augmenter la survie chez les patients. Et comme vous le voyez, ce traitement montre bien qu'il y a une réduction de la mortalité de près de 30%. Donc, les indications des médicaments dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, principalement, c'est avant la thrombondartériectomie, parce que ça va permettre pour certains patients qui sont une classe NYHA 3 et 4 de diminuer, des paramètres éventuellement hémodynamiques trop élevés de s'abaisser, de les rendre éligibles à la chirurgie. Également, en échec de la chirurgie, on les utilise pour un bridging avant l'utilisation de l'angioplastie, et principalement lorsque la PAPM résiduelle elle est supérieure à 30 mm de mercure après un échec éventuellement de la chirurgie. Avant l'angioplastie par ballonnet, on l'a bien vu, plutôt qu'après. Et puis également, selon la stratification des risques de l'hypertension artérielle pulmonaire, il n'y a pas d'études sur l'utilisation en monothérapie, c'est plutôt l'utilisation en bithérapie, voire trithérapie qui est d'emblée. Donc l'algorithme de traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, si on veut résumer, une fois que le diagnostic a été fait, il faut référer le patient vers un centre d'expertise pour une prise en charge multimodale. Si le patient est opérable, on va l'opérer et donc on va faire l'endartérectomie. Si le patient n'est pas opérable, il va falloir démarrer les traitements médicamenteux plus l'anticoagulation associée bien sûr et envisager de réaliser une angioplastie. Et puis par la suite, les patients vont continuer leur anticoagulation et leur suivi avec un retour éventuellement du centre expert et une consultation à 1 mois, 3 mois et 6 mois où on va réaliser la scintigraphie ventilation perfusion, des angioscanners pour pouvoir voir éventuellement l'évolution chez ces patients. Il ne faut pas oublier qu'à côté des traitements médicamenteux, chirurgicaux et éventuellement de l'angioplastie, il y a également toute une part qui va revenir aux interventions non pharmacologiques. L'exercice physique n'est plus, contre-indiqué chez les patients ayant une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Il faut également un soutien psychologique parce que c'est une pathologie qui est quand même gravissime. Et également un soutien également par une consultation nutritionnelle. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, chez ces patients, il faut autant que possible, puisqu'on va parler maintenant d'utilisation de médicaments par voie orale, que ce soit les anticoagulants ou le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, favoriser l'adhérence. Et de nombreuses publications ont montré que lorsqu'il y a une adhérence au traitement, le pronostic va s'améliorer complètement. Quels sont les messages finalement qui sont à retenir ? C'est que l'hypertension post-embolique, c'est une hypertension pulmonaire précapillaire qui a un pronostic qui est redoutable, que la chirurgie reste le gold standard pour la prise en charge des patients, mais que ce soit des patients qui sont sélectionnés, que l'utilisation de facteurs de risque identifiés va nous permettre plus rapidement d'identifier ou diagnostiquer cette hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, dont les symptômes n'ont rien de spécifique. L'anticoagulation par AOD s'impose de plus en plus avec une longueur de durée qui reste indéfinie. L'angioplastie nécessite des centres experts pour la réalisation et le suivi. Et enfin, les médicaments spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire sont utilisés en combinaison avec tout ce que l'on vient de dire pour une meilleure prise en charge. Je ne vais pas terminer en vous montrant en fait la dernière publication qui est apparue récemment. Et parmi nous, il y a des hématologues et on s'intéresse à l'hématologie. Eh bien, on voit également qu'il y a un rôle
aux cellules plasmocytaires, éventuellement dans le traitement et la prise en charge de cette maladie, l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Et je vous remercie. Merci, professeur Bourkia, pour cette excellente présentation. J'invite les 3 orateurs à nous rejoindre pour répondre aux questions de la salle. Donc la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour les 3 orateurs? Oui. Bien sûr. Donc, pour commencer, première question, c'est Zidouh. Bon, on sait qu'il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas de signe biologique spécifique, bon, à part la valeur prédictive négative des dédimères. Si on a un angioscanner normal, quelle est la place réelle de la scintigraphie au diagnostic initial, pas dans la maladie thromboembolique. Donc, parce qu'on a tendance quand même à banaliser cet examen et à l'oublier dans l'arbre décisionnel. Alors, merci pour votre question. Ma réponse va être très courte. Je n'ai aucune expérience dans l'utilisation de ce type de scanner et de scintigraphie. J'ai plus de 20 ans de pratique au niveau des urgences et on n'a jamais eu recours à l'utilisation de la scintigraphie pour le traitement ou pour diagnostiquer l'embolie pulmonaire. Par contre, je peux vous dire, puisque je suis urgentiste et je travaille aux urgences, l'examen qui nous a beaucoup aidé à évoluer en matière de diagnostic de l'embolie pulmonaire, surtout pour les embolies pulmonaires à haut risque et à risque intermédiaire élevé, c'est l'échocardiographie. Justement, je suis d'accord avec vous quand on est urgentiste. Parce qu'après, c'est vrai, bon, ça va basculer vers les internistes et bon, la maladie thromboembolique chronique. En fait, pour l'urgence, oui, je suis d'accord avec vous, mais pour un diagnostic précis, je pense qu'il faut aller piocher encore plus pour diagnostiquer cette embolie pulmonaire distale, surtout si le sujet âgé, oui, qui passe inaperçu. Absolument. Dans les recommandations, c'est ce qui est proposé quand vous avez un scanner qui est normal. Vous devez aller vers la scintigraphie, mais encore une fois, dans ma pratique quotidienne, je ne suis jamais allé jusque-là. Oui, professeur Tachinout. Donc, moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur en obstétrique, j'ai pu avoir le plaisir et surtout, c'était de faire des scintigraphies de perfusion et ventilation. Bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas d'atteinte respiratoire. Donc, on avait la chance de la faire à l'hôpital Avicenne, au service des isotopes. Parce que le problème de l'angioscan, comme vous avez dit à Sidney, c'est que c'est pour la proximale et les distales et les moyennes. Vous voyez, donc non, ça reste un examen de référence. Et on aimerait bien les récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question pour le professeur Coutureau. En fait, à part la thrombolyse, comment la place des autres techniques pour la thrombolyse in situ actuellement, comment les positionner dans la démarche thérapeutique? Déjà, c'est des questions de moyens, hein, parce que tout le monde ne développe pas ça. Il faut avoir des équipes qui soient vraiment entraînées. Parce que quand on parle technique, il y a des courbes d'apprentissage et il y a une équipe ultra entraînée qui sait faire ça. Et que le problème d'ailleurs qu'on a, c'est le développement parfois un peu anarchique de ces techniques sans qu'il y ait eu d'évaluation. Ce que je vous ai montré, c'est que globalement, on a quand même peu d'études sur toutes ces techniques. Par contre, ça c'est sûr que ça va être utilisé dans des tas d'endroits, d'autant plus que c'est des actes qui cotent, donc ça ramène de l'argent. Et entre l'engouement et le fait de croire que ça pourrait être vachement bien et le fait de savoir si réellement il y a un impact, en fait aujourd'hui on ne l'a pas cette démonstration-là sur le risque de décès, sur le risque de récidive, y compris sur le bénéfice, sur le risque de saignement. Donc moi en pratique, nous on n'utilise pas la thrombolyse par cathéter parce que si les patients sont éligibles, notamment sur les EP à risque intermédiaire élevé, on les inclut dans PEICTO, c'est-à-dire qu'on essaie de privilégier déjà les essais cliniques quand il y en a et on a la chance d'en avoir. La deuxième chose qu'on a développée parce que ça nous semblait plus séduisant, c'est la thromboaspiration, mais que pour l'instant on a réservé uniquement chez les patients chez qui on ne pouvait pas pratiquer de thrombolyse. Puisque c'est une technique nouvelle, pour nous il fallait absolument qu'on puisse offrir ça aux patients en détresse, sachant que l'embolectomie chirurgicale, pour
pourtant, au CHU de Brest, on en a fait un peu, mais on n'est pas aussi entraîné, par exemple, qu'au Kremlin-Bicêtre ou à Marignane-Longue, où c'est des centres, ils font ça comme ils opèrent une appendicite quasiment. Donc, il faut bien voir ce qu'on a sur place comme expertise. Constituer un groupe qui hiérarchise bien, c'est de toute façon la thrombolyse en première intention. S'il y a contre-indication, effectivement, la thromboaspiration semble quand même être une technique vraiment de choix. Je pense que c'est quand même la plus prometteuse. Et aujourd'hui, elles sont placées vraiment, de toute façon, en seconde intention dans les recommandations. C'est uniquement en cas d'échec de thrombolyse. Éventuellement, on se pose la question de ces techniques, en sachant qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut faire ça avec des gens qui savent faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, docteur Tsezi. Bonjour et merci à tous pour vos brillantes présentations. Je suis cardiologue et j'aimerais en fait profiter de la présence de tous ces experts pour vous parler d'une entité particulière qui est celle de l'IT torrentielle que l'on peut voir chez certains patients qui font de la fibrillation atriale persistante et permanente. Et j'ai le souvenir d'une patiente qui a une hypertension pulmonaire quasiment suprasystémique. Et je me demandais quelles sont les options thérapeutiques pour ces patients. Est-ce que ce sont des options, enfin ce qu'on a entendu là, est-ce que c'est tout à fait extrapolable aux patients qui font de l'hypertension artérielle pulmonaire dans le contexte des dysfonctions valvulaires très importantes, puisque le mécanisme en fait n'est pas le même, il n'y a pas de cause thromboembolique ni rien du tout. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous répondre sur la fibrillation atriale et l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Lorsque les patients ont eu, par exemple, la chirurgie ou ont fait une angioplastie, qu'ils développent par la suite une fibrillation atriale, l'impression globale, c'est que c'est de très mauvais pronostics. Quel que soit ce que l'on va utiliser après comme thérapeutique, le survenu d'une fibrillation atriale sur une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique est actuellement vraiment difficile à gérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que ça a été très clair. Merci à l'ensemble des orateurs qui ont animé ces 3 conférences. Donc, on va passer au dernier symposium de cette session du laboratoire AstraZeneca et on a le plaisir d'inviter professeur Tsezi Mezalek Zoubida qui va nous présenter l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et thrombose. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis. Donc on va parler aujourd'hui d'une forme un peu particulière, frontière entre l'hématologie et la médecine interne, l'hématologie et la thrombose. Et donc c'est une thématique que je chéris particulièrement et qui constitue une des thrombophilies les plus puissantes, on va le voir tout à l'heure. Et même si c'est une maladie très rare, elle mérite qu'on la connaisse, elle mérite qu'on sache l'évoquer, d'autant que le diagnostic est relativement aisé, pas facile mais aisé. Petit rappel sur quelques slides de ce qu'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Alors l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, elle a été décrite, vous voyez, à la fin du 19e siècle, sur la triade déjà qu'on connaissait, qu'on connaît toujours aujourd'hui, et Macchiafava Micheli, dans le début des années 1900, vont décrire la triade classique avec la thrombose, et dès les premières descriptions de la maladie, on va considérer qu'il y avait déjà à l'époque une sensibilité anormale des globules rouges à l'action lytique du complément, et dès les années 50, une relation assez étroite avec le système de coagulation. Petit rappel sur ce qu'est l'action, ce qu'est le complément, on va dire, et les différentes voies d'activation du complément. On ne va pas trop rentrer dans les détails, sinon on sait que le complément, quand il est activé, va aboutir à la production d'un certain nombre on va dire d'enzymes, un certain nombre de produits, dont le complexe d'attaque membranaire, lequel complexe d'attaque membranaire a pour rôle de protéger l'organisme contre l'inflammation,
contre, on va dire, des cellules néoplasiques éventuellement, contre des germes d'infection. Et donc ça représente un vrai relais, un vrai soldat, on va dire, pour l'organisme. Il se trouve que ce complément est activé en permanence et afin de protéger les cellules dites normales de l'organisme, il y a des mécanismes de contrôle de ce complément qui sont un certain nombre de molécules. On en connaît deux qui nous intéressent aujourd'hui, dont on va parler, c'est DAF et MIRL, qui vont annuler l'activation du complément et protéger, on va dire, les cellules. DAF et MIRL sont deux molécules qui sont portées et qui sont exprimées à la surface des globules rouges, entre autres, des globules rouges en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que pendant l'HPN, ces deux molécules ne sont pas exprimées au niveau du globule rouge, qui rend le globule rouge donc sensible à l'action, en permanence à l'action lytique du complément. Et pour aller encore un petit peu plus loin, on s'est rendu compte en cytométrie flux donc, qu'il y avait un défaut d'expression partielle ou totale de ces deux molécules, donc, dont on a parlé tout à l'heure, mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres déficits moléculaires qui n'avaient pas de rapport avec le globule rouge, et on a essayé de comprendre un petit peu, et on s'est rendu compte que finalement, toutes ces molécules qui n'étaient pas exprimées ne l'étaient pas, parce qu'il manquait une encre, qui est l'encre GPI, laquelle encre permettait à ces molécules de s'attacher à leurs cellules mères, et notamment pour CD55, CD59, au globule rouge. Et cette encre, elle est déficiente parce qu'il y a une mutation qui a été mise en évidence, qui est une mutation acquise, non congénitale, mutation acquise d'un gène qui s'appelle le gène PIGA, qui est porté par le chromosome X, qui est responsable de la synthèse donc, de cette encre. Et donc, l'absence de cette encre fait que ces molécules protectrices sont non exprimées au niveau du globule rouge, et donc le globule rouge va être lysé par le complément. Alors, il y a beaucoup de mutations, et vous allez voir qu'on ne va pas du tout parler de cette mutation, parce qu'il y a autant pratiquement de mutations que de patients, et donc le diagnostic de la maladie ne se fait absolument pas sur la mise en évidence de cette mutation, mais par la mise en évidence de l'absence du CD55 et CD59. Et ça, on le voit bien sur cette image qui montre bien comment le globule rouge est protégé par ces deux molécules quand elles sont exprimées, quand l'encre est présente. Et quand l'encre n'est pas présente, le complexe d'attaque membranaire va pouvoir, on va dire, accéder au globule rouge et le détruire. Mais gardez bien en tête que c'est le complexe d'attaque membranaire qui va aller détruire le globule rouge, et on a la possibilité, sur la ligne d'en haut, vous voyez que le C3 n'est pas annulé, et le C3 va pouvoir se poser sur le globule rouge, et on verra que ça a, on va dire, une implication tout à l'heure en thérapeutique. Alors, assez rapidement, vous voyez que les différentes molécules qui sont GPI liées aujourd'hui sont décrites, il y en a plus de 150. On ne connaît pas, connaît très peu leurs conséquences autres que l'hémolyse intravasculaire qui est retrouvée dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, mais vous voyez qu'il y a plusieurs autres molécules qui ne sont pas exprimées et qui pourraient l'être sur différentes cellules, on va dire, qui sont des cellules hématopoïétique. Cette mutation, la mutation GPI, est portée par la cellule mère, par le CD50, par la cellule hématopoïétique souche. Et donc, c'est normal que les autres cellules n'expriment pas ces différentes cellules GPI, molécules GPI. Je passe sur cette slide qui rappelle un peu qu'il y a une proximité assez importante de cette maladie avec l'aplasie médulaire. On va la revoir tout à l'heure. Description de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est une maladie rare, c'est une maladie vraiment très rare. 1 à 2 cas par million d'habitants par an, donc c'est vraiment très très faible comme prévalence.
des sujets jeunes, 30 à 40 ans, pas de différence de sexe, d'âge ou d'ethnie, de sexe ou d'ethnie, et une survie moyenne décrite de 22 ans. Donc c'est une maladie grave. Des sujets jeunes, 30 ans, ils meurent au bout de 22 ans, donc à 50 ans. Donc on voit bien qu'il y a une différence dans les courbes concernant la mortalité par rapport à cette maladie. Donc c'est une maladie qui est très grave. Et vous verrez tout à l'heure qu'elle est d'autant plus grave qu'on va se retrouver dans un processus de thrombose. Alors l'HPN a été beaucoup décrite avec l'hémolyse, mais beaucoup décrite également avec les syndromes d'insuffisance médulaire. Et par rapport à la triade classique de la maladie, hémolyse, thrombose et insuffisance médulaire, plusieurs phénotypes, et on a réussi à, autour de cette hétérogénéité clinique, décrire un certain nombre, on va dire, de formes ou de phénotypes de la maladie, qui sont la forme classique avec l'hémolyse, et c'est la forme qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est cette forme-là où il va y avoir des thromboses, la forme associée avec une insuffisance médulaire et une anomalie donc type hémolytique, et une forme qu'on appelle infraclinique pour l'hémolyse, où il y a très peu de thrombose, où le tableau clinique, c'est essentiellement l'insuffisance médulaire. Et nous, on va parler essentiellement de la forme classique, parce que c'est elle qui s'accompagne de thrombose. Et on pourra éventuellement discuter qu'est-ce que fait un clone HPN quand on a une aplasie médulaire associée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien évidemment beaucoup de, on va dire, de liens entre ces différentes formes, et les patients qui ont eu une aplasie médulaire, qui ont un clone ou qui n'avaient même pas de clone au départ détectable, pourront développer, même après le traitement de leur aplasie médulaire, un clone après le traitement, même après une allogreffe qu'on aura réalisée pour une aplasie médulaire. Donc il faut toujours garder en tête qu'il y a une potentielle linéalité, on va dire entre guillemets, entre ces différentes formes hémolytiques, thrombotiques, aplasiantes dans le temps. Et donc, toujours garder en tête que même quand on a eu une aplasie HPN ou sans HPN au départ traitée, la possibilité de développement d'un clone HPN secondairement est toujours possible et pourra donner une HPN classique à ce moment-là, pas forcément une HPN hémolytique ou pas aplasiante. Donc, le côté HPN classique peut se développer même après une forme aplasiante de l'HPN. Et donc, vous voyez que les thromboses, elles sont essentiellement décrites chez les patients qui ont une HPN classique. On va passer rapidement sur la description clinique de la maladie, donc essentiellement de l'anémie, 50% des cytopénies, essentiellement une anémie par hémolyse, ayant la particularité d'être intravasculaire à Coombs négatif. Et on peut avoir d'autres mécanismes de l'anémie. Il faut garder également en tête que l'hémoglobinurie, qui fait partie de la description et du nom de la maladie, n'est retrouvée que chez un gros tiers des patients. Et il faut également garder en tête que HPN, hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est mal nommé parce que l'hémolyse est intravasculaire et permanente avec des crises paroxystiques. Et donc, elle n'est pas que paroxystique, elle n'est pas que nocturne. Elle peut être nocturne avec ces fameuses urines cola ou ces fameuses urines porto classiques, parce que l'action du complément s'exprime de manière un petit peu plus la nuit, et donc on a un petit peu plus d'hémolyse la nuit. Vous avez ici les autres symptômes cliniques de la maladie qu'on peut retrouver, une grande partie en rapport avec de la dystonie musculaire dans 70% des cas. C'est des gens qui rapportent des spasmes œsophagiens, des douleurs abdominales, de la dysfonction érectile. Tous les malades sont extrêmement fatigués et on peut avoir des insuffisances rénales et de l'hypertension pulmonaire, essentiellement par mécanisme vasculaire et également par mécanisme de dépôt de sidérine. Alors, les thromboses. Les thromboses, elles sont décrites dans 40% des cas. Et c'est un élément qui est très important dans cette maladie parce que vous voyez que dans les courbes de mortalité, les HPN classiques sans thrombose, elles ont une survie, pardon, ça bouge tout seul, voilà. Elles ont une survie qui est équivalente aux quasi équivalente à la population générale, et que c'est vraiment
quand on fait une thrombose dans ces HPN classiques, que le pronostic, le mauvais pronostic, s'exprime. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces thromboses? Parce qu'elles sont vraiment particulières. D'abord, il faut savoir que le risque relatif de thrombose est extrêmement élevé versus population générale. C'est l'une des thrombophilies biologiques la plus puissante qui est rapportée. Et vous voyez, par rapport aux thrombophilies génétiques qui sont classiquement décrites, le risque est multiplié par 60. Donc c'est vraiment, quand on a une HPN classique, le risque de thrombose est vraiment majeur. Un tiers des malades vont faire un épisode thrombotique. Mode de présentation dans 10% des cas, précède le diagnostic dans 20% des cas. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a décrit que chez les HPN classiques asiatiques, ils faisaient moins de thrombose que les caucasiens. Donc il y a probablement un facteur génétique surrajouté qui n'a pas encore complètement été décrit dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'elle a également de particulier? J'ai bien insisté sur le fait que ça monte la mortalité de manière extrêmement importante chez les patients. C'est même la première cause de mortalité HPN dans l'ère pré-thérapie anticomplément. Survie à 4 ans, quand on a thrombose, c'est 1 sur 2, on va dire. Elle augmente le risque de décès par 5, par 10. C'est vraiment le seul facteur indépendant de la survie chez ces patients. Et vous voyez que c'est aussi puissant que de développer une hémopathie maligne chez ces patients de type leucémie aiguë. La localisation également est une localisation spéciale. On voit ici la répartition des localisations de thrombose et la première qui sort, c'est les veines intra-abdominales, notamment les Budd-Chiari. Vous voyez que c'est vraiment la localisation qui est la plus, on va dire, rapportée chez ces patients. C'est des Budd-Chiari aigus, très graves en général, chez des personnes jeunes, et donc on comprend que la mortalité va être élevée chez ces personnes. Les veines cérébrales également sont concernées, 10% des cas, essentiellement le sinus sagittal supérieur. Et thrombose des membres inférieurs, embolie pulmonaire dans 1/3 des cas, un peu moins d'1/3 des cas. Mais voilà, il faut garder ça en tête parce que c'est vraiment le mode d'entrée de la maladie peut-être qui est important vu le nombre de TVP de membres inférieurs qu'on va avoir à gérer. Multiple dans 20% des cas. Cette forme de localisation cutanée, ce patient qui a déjà été publié, est également une forme particulière des thromboses de l'HPN. Et dans 15% des cas, il peut y avoir de la thrombose artérielle, AVC, IDM. Donc ça nous met dans la tête que cette maladie grave, cette maladie ayant un pronostic qui est effroyable chez ces sujets jeunes, doit être recherchée quand on est devant des localisations un petit peu particulières de la maladie. On reviendra dessus tout à l'heure et on va voir quels sont les symptômes ou les signes qui peuvent nous orienter encore plus vers la recherche de cette maladie. Donc c'est la 4e cause de Budd-Chiari. Parfois on ne voit pas la thrombose proprement parlée, il va y avoir de la vasculopathie. Il faut faire attention parce que comme on a parlé de la CITEF tout à l'heure, il y a des patients qui se présentent d'emblée dans un tableau d'hypertension pulmonaire post-embolique parce qu'ils ont fait des petites embolies pulmonaires qui sont passées inaperçues. Et c'est également une autre particularité, ça fait partie des malades qui récidivent sous AVK bien conduit. Et on a même dit que l'un des facteurs de risque de récidive de la maladie, c'est d'être sous AVK. Mais en fait, ça veut seulement dire que le risque thrombotique est vraiment là et n'est pas complètement ou freiné ou annulé par la mise sous anticoagulants. Et c'est une des raisons pour lesquelles je considère que c'est une thrombophilie qui est une thrombophilie utile à chercher, parce qu'au-delà de mettre sous anticoagulants ces patients, il va falloir les mettre sous traitement spécifique. Les facteurs de risque qui aggravent ou qui précipitent le fait de faire une thrombose, vous voyez, c'est essentiellement les LDH. Et les LDH, c'est quoi? C'est l'hémolyse. Donc quand on a des LDH supérieurs à 1,5, qu'on a mal au ventre ou mal dans la poitrine, ça peut orienter éventuellement vers cette maladie, d'autant qu'on a une hémoglobinurie. L'infection aiguë, l'âge élevé, la taille du clone, quand on a de gros clones et des LDH élevés au diagnostic, donc ce sont des facteurs de risque de ces thromboses.
Sur la physiopathologie, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce qu'elle n'est pas très bien connue. Quand on a des schémas pareils, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est très probablement en rapport avec une activité importante du complément, avec la production du héno, avec les micro-vésicules plaquettaires et également avec une surexpression du tissu facteur. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en rapport avec la maladie proprement parlée et pas qu'une thrombophilie, on va dire, standard décrite dans les autres thrombophilies, on va dire, génétiques. On a créé, cet algorithme a été créé pour faire penser justement à l'HPN, ce qu'on appelle les risques, les groupes à haut risque de présenter éventuellement une HPN. Et pour la c'est un acronyme qui veut dire C pour cytopénie, A pour maladie aplasiante, T pour thrombose, deuxième C pour COMS négatif et H pour hémoglobinurie. Et par rapport aux thromboses, on va penser à l'HPN quand on a bien sûr les localisations atypiques, et donc on va chercher l'HPN systématiquement, mais également quand on a des LDH augmentés, quand on a des signes d'hémolyse avec une aptobasse, quand on a des thromboses qui vont survenir sous AVK, une récidive qui va revenir sous AVK, ou quand on a des cytopénies. Il y a un autre élément que je demande de regarder également, qui est le VGM et les réticulocytes, qui ne sont pas systématiquement regardés. Et on peut avoir une hémolyse compensée, mais avec une très forte réticulocytose, avec un VGM augmenté. Et le dernier malade que j'ai diagnostiqué, c'était un patient qui avait des embolies pulmonaires à répétition, pour lequel on trouvait rien, et qui avait un VGM à 105 à peu près. Et j'ai regardé les réticulocytes à ce moment-là, ils étaient extrêmement élevés. Le clone HPN est venu à 25% chez ce patient. Comment on recherche l'HPN? Par cytométrie en flux. Il y a une cytométrie en flux spécifique qui s'appelle FLAIR, qui va se localiser, c'est un substrat qui va se localiser spécifiquement sur les molécules GPI et qui va mettre en évidence le déficit. On commence par rechercher les marqueurs sur les polynucléaires neutrophiles et non pas sur les globules rouges, parce que les globules rouges sont détruits et donc on peut ne pas mettre en évidence le clone à ce moment-là. Et on va secondairement, une fois qu'on a mis en évidence le clone et quantifié le clone, dans une deuxième étape, faire la recherche sur les globules rouges et sur les monocytes. Et il faut une confirmation sur 2 cellules avec d'autres molécules GPI marquées et non pas uniquement le CD55, CD59. Il faut d'autres déficits pour poser le diagnostic d'une HPN, d'un clone HPN quantifié. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir bien interpréter ces cytométries en flux et éventuellement de se faire aider quand on ne comprend pas très bien ce que nous répond le biologiste. Donc sur le plan thérapeutique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le plan thérapeutique chez ces patients? Ça, c'est ce qu'on faisait avant l'ère pré-anti-fraction inhibiteur du complément. Et vous voyez qu'il y avait une mortalité qui était très importante, on en a parlé depuis tout à l'heure. Et le premier anticomplément qu'on a pu utiliser, c'est l'anti-C5 humanisé, l'éculizumab. Vous avez ici les différentes études. La première étude qui a été publiée en 2004, c'était 11 patients. C'était une étude pilote phase 2. Et c'est secondairement qu'il y a eu des phases 3, 2 phases 3 et des études d'extension sur 180 patients. Et vous allez voir que les résultats ont été assez magiques puisqu'on a eu 86% de réduction d'hémolyse, 75% de réduction des besoins transfusionnels et bien sûr une amélioration de la qualité de vie et de la fatigue. Et au long cours, 90% de moins de thrombose et donc moins de mortalité chez ces patients. Et au long cours, vous voyez que les courbes se sont alignées en termes de survie par rapport à la population générale. Donc on permet à ces patients qui mouraient dans les 5 ans, 6 ans qui suivaient le diagnostic, aujourd'hui de vivre normalement, de vivre aussi longtemps, on va dire, qu'une population matchée non malade. Ils ne vivent pas normalement parce qu'ils ont le traitement, c'est un traitement suspensif, mais bon, on va rediscuter de comment utiliser le traitement sur les slides qui viennent. Vous voyez que la survie, l'amélioration de la survie est essentiellement drivée par l'écrasement des récidives thrombotiques. Et donc,
Ce n'est qu'en traitant la maladie qu'on peut obtenir un résultat sur ces récidives thrombotiques. Secondairement, il y a eu, ça c'était l'éculizumab, il doit être donné toutes les 2 semaines en intraveineux. Il y a eu un développement par élection d'une nouvelle molécule. C'est un éculizumab mais à action prolongée. Il s'appelle ravulizumab. Il se donne en IV tous les 2 mois. Les études ont été faites. Sans rentrer dans les détails, les résultats sont équivalents avec l'éculizumab, donc une non-infériorité. C'est une injection donc toutes les 8 semaines. Et vous voyez qu'il présente c'est une non-infériorité sur les LDH, la transfusion et même les thromboses, on va voir ensemble. Ça permet d'aplatir, on va dire, le taux d'hémoglobine et ne pas avoir plus de variation du taux d'hémoglobine comme on l'avait avec l'éculizumab. Et ça a les mêmes résultats sur la thrombose. Ça écrase totalement le risque de thrombose et ça améliore bien évidemment la survie. Des unmet needs, bien évidemment, ce n'est pas parfait comme traitement. Il y a de l'hémolyse résiduelle. Vous voyez, 70% des patients, ils ont amélioré la survie, ils ne thrombosent plus, mais ils continuent à hémolyser. Et 1/3 des patients ont besoin aussi de transfusion. Et il n'y a pas d'action sur le clone. C'est une action suspensive sur le mécanisme d'hémolyse. Et on a compris que cette action d'hémolyse, elle n'était plus drivée par l'anti-C5, donc distal, donc par le complexe d'attaque membranaire, mais plutôt par le fait que, comme on n'inhibe pas le C3 en proximal, le C3 va pouvoir être absorbé sur les globules rouges et ces globules rouges avec du C3 autour vont être opsonisés au niveau des systèmes réticulo-endothéliales, notamment au niveau de la rate, et vont être détruits au niveau de la rate. Et donc, on améliore l'hémolyse intravasculaire, mais pas l'hémolyse intratissulaire de ces patients qui vont continuer à hémolyser. Il y a d'autres types de mécanismes qui sont qu'il y a des mutations génétiques sur le C5 qui font que les patients sont totalement insensibles à cette voie d'action du complément et d'autres mécanismes qui sont une production excessive de compléments où les malades peuvent, on va dire, ne plus répondre à cette thérapeutique. C'est pour ça que des inhibiteurs proximaux ont été développés, notamment autour du C3. C'est le cas de 2 molécules qui sont aujourd'hui quasiment en utilisation. Une molécule qui est le pegcetacoplan, qui est un inhibiteur direct du C3. Donc vous voyez en amont de la cascade, avant le C5, il se donne en sous-cutané et vous voyez les résultats qui sont impressionnants chez les patients sous éculizumab qui continuent à hémolyser. Et vous voyez que c'est des patients qui vont gagner entre 2 et 4 grammes d'hémoglobine sous cette molécule. L'autre molécule proximale, c'est ce qu'on appelle l'iptacopan. C'est un antifacteur B, donc en amont encore plus du C3. Et c'est une prise orale, donc c'est vraiment très confortable chez ces patients. Et vous voyez que là aussi, les résultats sont assez impressionnants sur l'hémolyse et sur les taux d'hémoglobine des patients qui vont gagner 2 à 4 points là aussi. Pour les thromboses, l'anticoagulation, bien évidemment, on peut imaginer qu'elle ne va marcher que chez les patients qui ont un traitement spécifique. Cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines résume bien cela. Ça, c'est les patients, vous voyez, en risque résiduel qui continuent à thromboser avant l'ère anti-complément. Et vous voyez qu'après l'ère anti-complément, ce n'est pas 0. Vous voyez un risque résiduel autour de 4%. Mais il est nettement, significativement inférieur. Et donc la prévention secondaire, elle se faisait par AVK jusqu'à encore il y a quelques années. Les AOD sont en train de prendre place sans qu'il y ait de vraies études à ce propos-là. Et il y a des équipes qui préfèrent garder les patients sous HBPM au long cours. Et dans cette étude, qui est un registre, qui, vous voyez, a rapporté un nombre de patients qui est relativement important, il n'y a pas eu de récidive thrombotique rapportée, notamment sous AOD. La durée du traitement est un questionnement chez ces patients où on discute en disant que quand on les traite éventuellement par anti-C5, est-ce que ces patients, on peut arrêter le traitement anticoagulant? La réponse est non,
parce que l'anti-C5 ne traite pas la maladie, le clone est toujours là, et qu'il y a un risque résiduel de récidive thrombotique. Donc, a priori, c'est des patients pour lesquels on va garder une anticoagulation au long cours. Il y a même des équipes qui discutent la prévention primaire, on va dire, je m'excuse, il y a une erreur ici, la prévention primaire chez ces patients, des HPM diagnostiqués, hémolytiques, sans thrombose. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des anticoagulants chez ces patients? Ça se discute quand, bien évidemment, on ne va pas mettre d'anti-C5 chez ces patients ou d'anti-C3, quand on ne dispose pas de cette thérapie, qui est une thérapie qui est extrêmement coûteuse, et les AOD sont en train de gagner de plus en plus de place dans cette indication-là, toute dose confondue et sans recommandation. Et en fait, chaque équipe fait sa propre cuisine en fonction de son expérience. Donc, en guise de conclusion, je vais présenter cet algorithme thérapeutique où quand on a donc des populations qu'on appelle GPI déficientes, notamment avec la forme hémolytique, avec ou sans forme aplasiante, on va mettre un traitement standard par inhibition d'anti-C5. Et vous voyez aujourd'hui que les inhibiteurs proximaux sont en train d'être donnés de plus en plus en première intention. Je vous rappelle que ça se donne en sous-cutané ou par voie orale. Donc ça a un bénéfice qui est extrêmement important. Et ça a un bénéfice important et ça permet de, on va dire, bloquer l'hémolyse de manière globale dans les deux formes, intratissulaire et intravasculaire. Du côté thrombose, c'est une indication claire de mettre les patients sous traitement, notamment anti-C5 ou inhibiteurs proximaux, avec, pour les formes aiguës, HBPM AVK, et en prévention secondaire, une discussion des AOD qui marche finalement pas si mal chez ces patients, tout en continuant, bien évidemment, le blocage du complément. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tsazi, pour cette excellente présentation. C'est vrai, c'est une pathologie qui reste quand même sous-diagnostiquée, mais grâce à ces sessions de formation continue, je pense que maintenant, à l'échelon national, on diagnostique de plus en plus de cas, on y pense en fonction du profil de malades thrombotiques ou hémolytiques, dans les formes aplasiantes également, et comme vous avez dit, dans les cas des patients qui ont des VGM un petit peu augmentés avec des hémolyses compensées. Donc, c'est des situations auxquelles il faut penser à la maladie, mais elle est probablement encore sous-diagnostiquée. Alors, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le professeur Kakoub. Ouais, ça marche. Donc, brillante démonstration et pour la physiopathe et pour le traitement. J'ai une question du futur. Le problème central est génétique. On ne produit pas la fameuse ancrage. CRISPR-Cas9. J'ai regardé, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des travaux à ce propos. Oui, c'est tentant, non? Oui. C'est tentant. Les fameux ciseaux moléculaires. Et la seconde question, c'est, tu nous dis, malgré le traitement... Je pense que le CRISP ne va pas marcher parce que les niveaux de la mutation sont beaucoup trop disparates et on ne va pas pouvoir, ou alors il va falloir faire un CRISP par patient. Pour chacune, oui. Bon, pourquoi pas. Et la seconde question, c'était une réflexion, c'était, il y a un risque de thrombose résiduelle, mais sur quoi il propose? Puisqu'il n'y a plus d'hémolyse, on a contrôlé l'hémolyse grâce aux bons médicaments. Et donc, c'est quoi le mécanisme du risque de thrombotique résiduelle? Je pense qu'il y a encore, dans ce papier, il y avait encore de l'hémolyse. Ce n'était pas le papier, c'était un papier où ils n'utilisaient pas les proximaux. Ils utilisaient les anti-C5 et les patients, on a bien vu que sur les séries rapportées, c'est pratiquement 70% qui continuent à hémolyser et 20% qui continuent à hémolyser de manière importante. Donc, c'est de l'hémolyse chronique. Donc, dans les nouveaux médicaments, ceux qui sont plus hauts, on ne devrait pas avoir ça. Je pense qu'il n'y a pas que cette explication-là, parce qu'il y a des molécules GPI ancrées sur l'endothélium aussi. Et donc, le mécanisme n'est pas que de la thrombophilie vasculaire proprement parlée, et il y a aussi un mécanisme endothélial, ce qui expliquerait probablement les localisations particulières aussi des malades. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, professeur Mamad.
Merci beaucoup, Zoubida. S'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir les deux phénotypes associés? Et dans ce cadre-ci, quand on a une thrombose dans une forme aplasiante, cytopéniante, notamment, je pense, plaquette, comment on fait? On a ces formes, hein, on les voit bien, on a ces formes associées. Logiquement, on arrive à s'en sortir parce qu'elles ne sont pas très thrombopéniantes. Et quand on a le côté aplasique qui est plus important, on change d'attitude thérapeutique. Parce qu'à ce moment-là, on va peut-être mettre un bloqueur du complément juste pour préparer les patients à éventuellement être greffés derrière pour leur maladie aplasiante. Parce qu'il est très clair qu'on ne touche pas à la maladie médulaire. Et l'une des recommandations, quand on a ces patients sous anticomplément au long cours, c'est d'aller quantifier le clone une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ou aller regarder la moelle une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour voir comment elle va la moelle et est-ce qu'ils sont en train de développer une maladie aplasiante ou autre chose, leucémie aiguë ou MDS, parce que ce n'est pas que de la maladie hémolytique pure, hein. Il y a vraiment le côté médulaire est encore là, donc la maladie est toujours là. Alors, j'avais aussi une question. Les patients HPN thrombotiques, surtout jeunes, est-ce qu'ils nécessitent systématiquement de chercher les autres anomalies de thrombophilie associées, notamment constitutionnelles ou moi, tout le monde sait maintenant ce que je pense de la thrombophilie génétique. Oui. Non, c'est des malades qui vont être anticoagulés, donc franchement, je n'irai pas chercher. Et les APL, est-ce qu'on doit les chercher ou pas? Oui, c'est une bonne question. Je pense que j'ai vu passer un papier là-dessus. Et ça peut se poser au moment où on va dire est-ce qu'on met AOD ou AVK? Oui, ça peut se discuter. De toute façon, APL, HPN, JAK2, ce sont les 3 thrombophilies vraiment utiles à aller chercher. Toutes les autres thrombophilies, en général, on arrive à s'en sortir sans les avoir sous la main. Vous avez dit tout à l'heure qu'entre AOD et AVK, il y avait un peu de meilleurs résultats sous AVK. Est-ce qu'il y a un rationnel derrière ou pas? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'il n'y a pas de... encore aujourd'hui, beaucoup plus de malades sous AVK que sous AOD. Mais depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a de plus en plus de publications où les équipes switchent et où ça se passe bien, où le switch se passe bien. On n'a pas du tout de signal comme on a pu l'avoir avec la SAPL, sur la possibilité d'un phénomène catastrophique au moment du switch. Donc on peut imaginer que le switch est faisable, et on a eu M. Péfo de la Tour il y a quelque temps en webinaire qui nous a dit que pour eux, tous les anticoagulants se valent. Merci. Pas d'autres questions? Donc merci beaucoup, professeur Tiazi. Merci au laboratoire AstraZeneca qui a sponsorisé cette session. Donc on va clôturer cette session matinale et on vous invite à la pause café. Merci.